Euh, Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Juste me faire signe sur le chat que vous m'entendez bien. Parfait, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire offert gratuitement par l'Institut de Leadership. Grâce aussi à la générosité de nos intervenants, comme Claude, que je vais vous présenter dans quelques minutes. Il nous a été offert généreusement pour présenter ce webinaire qui porte en fait sur les 9 clés pour engager les employés dans le changement en période de crise. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Mes salutations particulières à nos diplômés, bien entendu, mais aussi à tous ceux et celles qui ont accepté notre invitation de se joindre à nous. Merci beaucoup d'être là. Je sais qu'il y a des gens aussi de la France, il y a des gens, je pense, de l'Afrique aussi, du continent africain. Donc, merci d'être là. On est tout près de 500 là, à se connecter ensemble aujourd'hui. Donc, c'est bien le fun. Avant de débuter, juste quelques petites consignes. Dans le fond, si vous voulez que les gens vous voient, qu'est-ce que vous écrivez sur le chat, vous devez absolument choisir All Panelists and Attendees. Sinon, c'est juste moi et Claude qui va voir votre message. Si vous voulez vous adresser à nous seulement, c'est correct, mais si vous voulez parler avec les gens, vous voulez partager la question, si vous voulez, vous avez des questions, je vous invite à l'écrire sur le chat. Je vais faire mon possible pour les poser. Je vais faire le médiateur, si on veut, l'animateur, pour les poser à Claude. Sinon, bien entendu, je ne pourrais peut-être pas tout répondre à toutes vos questions. J'ai souvent la question, est-ce qu'on va avoir accès au PowerPoint? Oui, ça c'est libre à chaque formateur, chaque intervenant. Claude a accepté de partager. Donc, vous recevez tous ceux qui ont inscrit leur courriel. Vous allez le recevoir par courriel, le lien pour le télécharger. La même chose pour revoir le webinaire. Il est possible de le revoir. Je sais qu'il y en a que des fois, ils doivent quitter, ils ont une urgence. Vous allez pouvoir le regarder de nouveau par la suite. On va vous envoyer le lien par courriel. Donc, ça devrait durer environ 60 minutes, grosso modo. Donc, je présente Claude. Claude est un formateur chez nous, un intervenant. Il a d'ailleurs aidé à la conception de notre programme qu'on offre en stratégie. C'est un expert. Moi, je l'appelle un cerveau sur deux pattes. Il a toujours il lit beaucoup. En fait, c'est un intellectuel un peu hors norme parce qu'il est très pratico-pratique. Il est partenaire fondateur de Caliscope, une entreprise qui accompagne les organisations dans leur performance organisationnelle. En fait, c'est un expert de l'agilité. Il va vous en parler aujourd'hui d'ailleurs. Il est auteur de plusieurs articles sur le sujet. Il est conférencier aussi à l'international, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Maghreb, en Asie. Il a enseigné le management et l'agilité d'ailleurs dans plusieurs universités, que ce soit l'Université de York, Laval, HEC, l'ETS. Bref, je suis certain que vous allez passer un bon moment avec Claude, parce qu'en plus de ça, c'est un gars super sympathique et généreux. Donc, Claude, à toi la parole. Voilà, bonne conférence tout le monde. Bonjour, merci beaucoup. Merci Eric. Enchanté d'être ici avec vous aujourd'hui en virtuel. C'est extraordinaire. Et juste quelques petites indications avant de commencer. J'ai vu défiler les personnes là, qui ont rentré sur le webinaire. Beaucoup de personnes aussi d'ici du Québec, beaucoup de personnes en France aussi et ailleurs, des personnes que j'ai rencontrées et beaucoup d'entre eux qui ont eu, je ne sais pas si c'est la chance ou le malheur là, de m'avoir comme intervenant ou animateur dans des formations. Ceux-là qui m'ont déjà eu savent à quoi s'attendre. Ceux qui me rencontrent pour la première fois, c'est pas évident. Donc, j'ai un léger cas de troubles du déficit d'attention et d'hyperactivité. Ça fait que ça peut aller assez vite. J'ai un très, très gros accent, mon propre accent à moi, hein, de Matane et d'un peu partout. Hein. Je vais faire attention. J'ai mis beaucoup de matériel, des petits vidéos, hein, pour m'éviter de parler trop. Ça fait que vous allez avoir plus de chances de comprendre mon propos si je ne parle pas trop et si j'explique lentement. Mais je vais peut-être m'enthousiasmer. On verra à travers les questions. Si vous voulez avoir des précisions, il y a des choses que vous n'avez pas comprises, tout simplement le demander. Puis Eric va me faire un boss. Puis je
je vais m'ajuster, en fin de compte, à vos besoins. Donc, on est prêt à commencer? Ah, un petit peu. Les gens sont prêts. Je me demandais ce qui se passait. Ben donc, ça s'appelle les 9 clés pour engager les employés dans le changement en période de crise. On voit que c'est sûr que là, on vit une grande, grande crise. Et c'est juste la pointe du iceberg. Parce que dans le fond, tout notre environnement d'affaires est en crise depuis il y a pas mal longtemps. Mais ça, disons que c'en est une majeure. Et donc, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est sûr que ça s'applique à ce qu'on vit actuellement, mais ça s'applique à ce qu'on va continuer à vivre pour les années à venir. Aussi, lorsque je parle des 9 clés, je vais vous indiquer ce sont lesquelles. Je ne vous dirai pas nécessairement comment mettre en place ou utiliser ces clés-là, mais au moins, je vais les identifier. Et je vais aussi vous expliquer qu'est-ce qui se passe si on ne les a pas mis en place. On est prêt à commencer? Donc, voici le programme. Je vais parler tout simplement de pourquoi on doit changer. Je vais parler aussi du lien entre le changement et la question de l'engagement, de l'alignement, de la performance de nos employés, de nos parties prenantes. Je vais aussi vous expliquer qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de clé. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui, mais je suis certain que ça va changer. Je vais vous parler des sources de l'engagement. Qu'est-ce qui peut faire en fin de compte qu'on va pouvoir faire mieux, qu'on va pouvoir travailler ensemble, on va pouvoir changer ensemble. Là, je vais présenter les 9 clés. Je vais vous parler aussi d'un rôle important pour les dirigeants. On va arrêter de parler de nos dirigeants comme étant des directifs. On va parler jardiniers, donc je vais vous parler un peu de ça. Et on va faire une petite conclusion, puis je vais répondre aux questions. Je vais probablement répondre aux questions au fur et à mesure, dépendamment du type de questions. Mais normalement, j'en ai pour à peu près 40 minutes de présentation. Et on verra de toute façon. Je vais répondre tant et aussi longtemps qu'il y aura des questions. Ça, c'est Horacio Arada, qui est notre grand responsable, en fin de compte, de donner de l'information. Il est responsable de la santé au Québec. Ce n'est pas le ministre, mais c'est un haut fonctionnaire. Et je vais utiliser beaucoup, en fin de compte, d'exemples de ce qui se passe actuellement au Québec. Pour les gens, en fin de compte, qui sont ailleurs, vous allez voir, je vais vous référencer un site, vous allez voir une présentation. D'ailleurs, la présentation du 29 mars, durant laquelle M. Arada nous a expliqué que si on voulait réussir, il fallait écraser la courbe. Je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire, tout ça. Mais je vais revenir souvent à des exemples au Québec. Comme je dis, vous pourrez aller voir une présentation que j'ai référencée dans le webinaire pour voir un peu comment ça se passe chez nous. Fait que, ça veut dire quoi, ça, écraser la courbe? Hein? Parce que dans le fond, je vais enlever, excusez, je vais faire ça souvent, enlever les petites photos pour pouvoir tout voir. Dans le fond, M. Arada, ou ce qui se passe devant la courbe, puis quand les gens, nos gouvernements, en tout cas ici au Québec, je considère que le gouvernement fait ce qu'il a à faire, ils ont beaucoup à apprendre de ce qui se passe avec la pandémie sur n'importe quelle crise. Que quand M. Arada, ils disent, bon, il faut écraser la courbe, donc dans le fond, il faut trouver moyen d'écraser la crise. Ça veut dire quoi, ça? Donc, face à une crise ou face à un changement important, la première chose, donc, il y a des choses qui nous sont imposées, puis il y a des choses qu'on va essayer de planifier. Donc, face à un changement important, ce qu'on va essayer de faire, c'est, au départ, essayer de retarder les effets autant que possible de ce changement-là, le temps qu'on puisse se préparer à la bataille ou se préparer à en tirer profit. Donc, c'est très important, lorsqu'on tombe en état de crise, de trouver un moyen de minimiser ou de compartimenter cette crise-là pour pouvoir avoir le temps de pouvoir se retourner de bord, pouvoir réagir. Donc, étaler la crise dans le temps, essayer, en fin de compte, de minimiser qu'il y ait des impacts le plus tôt possible. Ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de contrôler mieux ces impacts négatifs-là. Ça va aussi nous permettre de vivre le changement imposé tout en bâtissant en même temps l'après-crise. Donc, faire un changement planifié, c'est planifier. Les entreprises qui ont vécu des crises pas comme celle-là est archi importante. Beaucoup d'entreprises qui ont vécu des crises, celles qui ont réussi après la crise, c'est parce qu'elles se sont préparées pour le changement. Donc, ils ont appris de la crise, ils se sont préparés pour la suite. J'ai un lien web ici, juste dans le bas. C'est le lien vers la présentation du gouvernement du Québec
présentations quotidiennes, font ça tous les jours. Celle du 29 mars, où d'ailleurs, c'est là que M. Arada écrase la courbe pour nous expliquer ce que ça veut dire. Et vous allez comprendre, si vous allez voir ça, après ma présentation, vous allez comprendre c'est quoi les comportements importants, hein, puis comment on engage les gens, parce que je pense que c'est un excellent exemple qu'on peut appliquer dans n'importe quelle crise pour n'importe quel changement. Il y a un lien direct entre changer et changer ensemble, hein, et l'engagement, l'alignement des gens, puis la performance des gens face à ce changement-là. Dans le fond, c'est comment peut-on écraser la crise? Comment peut-on écraser les effets du changement? Comment peut-on réagir pour pouvoir réussir le plus vite possible? Tout ça, c'est une question de travail d'équipe. On était toujours, en tout cas actuellement sur la crise de la pandémie ici au Québec, on revient toujours sur le fait qu'on va réussir si on fait les choses ensemble. Pour faire des choses ensemble, il faut avoir un sens commun, aller dans le même sens, comprendre en fin de compte c'est quoi le but ultime de tout ça et y croire. Aussi, pour pouvoir avoir des gens qui sont alignés vers un sens commun, mais il faut les engager. Pour pouvoir les engager, il faut s'occuper de leurs intérêts. Et donc, quelque part, lorsqu'on a un discours puis on veut amener les gens à travailler avec nous dans le même sens, quelque part, il ne faut jamais oublier les intérêts, autant individuels que collectifs. Et si on fait tout ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour que les gens soient à la fois alignés et engagés vers un même objectif, mais vous allez voir, ça va être ultra performant. Donc, c'est très simple. Comment on fait pour écraser une crise, comment on fait pour gérer un changement, c'est quelque chose de collectif. Et donc, il faut le faire ensemble. Il faut amener les gens à aller dans le même sens. Qu'est-ce qui arrive quand nos employés sont engagés et sont bien alignés? Bien, il y a une performance, ils travaillent tous ensemble. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si on crée le plus tôt possible une équipe, des gens qui veulent aller au même endroit en même temps. Une équipe, vous savez, c'est différent d'un groupe. Un groupe, c'est des gens qui peuvent travailler en série, qui n'ont pas vraiment d'interdépendance les uns avec les autres, ou qui ne sentent pas d'interdépendance. Une équipe, c'est des gens qui sentent très bien, qui ont une interdépendance. Donc, chacun a une responsabilité. Et c'est ça qu'on nous dit, à nous, tous les jours au Québec, par rapport à la pandémie. Chacun a une responsabilité, mais on est collectivement imputable. Donc, on doit travailler ensemble, sans ça, ça ne réussira pas. Et vraiment, l'idée, c'est que lorsqu'on va devoir changer un bébé, par exemple, on ne sait pas ce qu'il y a dans la couche du bébé. Hein, mais si on est déjà une équipe, on va pouvoir faire face aux surprises. Mais il faut ajuster, on ne connaît pas le chemin, il faut ajuster le chemin au fur et à mesure, il faut le faire ensemble. Il faut vivre ensemble le changement qu'on veut réaliser. Ça, c'est juste pour vous dire, en fin de compte, parce qu'on parle beaucoup depuis plusieurs années maintenant de l'importance d'engager, d'aligner et d'avoir de la performance. Ça, c'est quelques résultats qu'on retrouve dans les entreprises sur les études de qu'est-ce qui arrive quand les gens sont engagés versus que les entreprises où les gens ne sont pas engagés. Une personne qui n'est pas engagée, tout simplement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans l'entreprise, elle va travailler en laissant à la porte de l'entreprise son cœur et son cerveau. Et elle a une montre, hein, et elle regarde sa montre, et elle a hâte de retourner chez elle. Donc, si les gens sont engagés, ils arrivent là avec leur cœur, ils arrivent là avec leur cerveau. Puis, pour eux, c'est important d'être dans l'entreprise, c'est important le temps qu'ils ont là. Et éventuellement, on va avoir des résultats extraordinaires partout. Tous les études disent ça. Il faut arrêter de faire des études à un moment donné. Hein. C'est clair que des gens qui sont engagés, qui sont alignés, performent mieux que des groupes qui sont complètement dissociés les uns des autres. Qu'est-ce qui arrive, justement, quand il n'y a pas de clé? Parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'engagement dans les entreprises. Une que probablement beaucoup d'entre vous connaissez, hein, c'est l'étude du groupe Gallup qui a été faite une première fois en 2013 sur l'engagement dans le monde. Et disons que les résultats de cette étude-là ne sont pas extraordinaires. Ça a été fait en 2013, puis ils ont renouvelé en 2017 et on a les mêmes résultats. Donc, les résultats de cette étude-là disent qu'à l'échelle mondiale, plus de 80% des travailleurs sont désengagés. C'est beaucoup de personnes. Qui disent aussi, cette étude-là, c'est que pour chaque personne engagée dans son travail, il y a 2 personnes qui sont activement désengagées, en moyenne. C'est quoi une personne désengagée activement? C'est une personne qui rentre dans l'entreprise ou qui rentre dans l'organisation avec le but d'être malveillant.
Disons que ça ne nous aide pas. Ils sont engagés, c'est à foutre le bordel, excusez-moi l'expression. Cette étude-là a démontré que, par exemple, aux États-Unis et au Canada, si on prenait les deux ensemble, on avait un engagement de près de 29 %. Quand on prend le Canada tout seul à part, on parle d'un engagement de 16 %. Donc, pour les gens en France, actuellement, on parle d'un engagement d'à peu près 11 %. Fait que cette étude-là, c'est juste aux États-Unis seulement basée sur ces éléments-là. Les études démontrent qu'à cause de ce manque d'engagement, il y a à peu près pour 600 milliards de dollars US de perte de productivité, à peu près l'équivalent de 600 milliards d'euros de perte de productivité par année. C'est des chiffres extraordinaires, des chiffres incroyables. Donc, il ne faut pas croire que chez nous, il n'y a pas une partie de cet argent-là, de cette perte-là, qui n'existe pas chez nous. Parce que les chiffres disent qu'en grande partie, les entreprises, le niveau d'engagement dans les entreprises, mondialement, c'est très, 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 très malheureux. Donc, il n'y a pas de changement significatif depuis 10 ans dans cette étude-là. Donc, on n'a pas réussi, malgré toutes ces études-là, on n'a pas réussi, ou très peu d'entreprises. On parle à peu près de 9 % des entreprises qui sont vraiment, vraiment performantes. Donc, la grande majorité des entreprises n'ont rien fait avec ces études-là. Il va peut-être se passer des choses différentes maintenant que le monde entier est en alerte. C'est quoi les sources de l'engagement? Qu'est-ce qui fait, en fin de compte, que les gens sont engagés ou ne sont pas engagés? Je vais y aller un petit peu par l'absurde ou en y allant à l'envers. Qu'est-ce qui fait que les gens sont désengagés dans les entreprises? Puis c'est quoi le désengagement ultime? C'est les gens vont nous quitter. Je vous parle de ça parce que ça se peut que lorsqu'on va revenir après la pandémie, qu'on va vouloir revoir certains de nos employés, peut-être qu'ils ne seront plus intéressés, eux. Pourquoi nos employés nous quittent? Donc, si on veut les garder, si on veut les garder engagés, si on ne veut pas qu'ils partent, donc c'est ce que j'appelle le désengagement ultime, je te quitte, c'est quoi les éléments qui font que nos employés nous quittent? Une des raisons fondamentales pourquoi les gens quittent une entreprise, à cause de leur patron. Ils n'aiment pas leur patron. Si on regarde, en fin de compte, ce qui se passe au Québec avec notre premier ministre, je peux vous dire que le Québec est en amour avec le premier ministre. Qu'on ait ou non voté pour lui. Alors, je peux vous dire que je n'ai pas voté pour lui. Je peux vous dire que la prochaine fois, je vais voter pour lui, pour M. Legault. Donc, si tu n'aimes pas ton patron, c'est une des raisons fondamentales pourquoi les gens quittent leur emploi. Aussi, regardez, je suis dans un emploi, puis en fin de compte, on ne se sert pas de mes talents. Okay? Tout simplement, je me sens inutile. Hein? Et je suis bien malheureux parce que pourquoi j'ai acquis ces talents-là? Parce que je veux qu'on s'en serve. Hein? Et je me valorise à travers l'utilisation de mes propres talents. S'il n'y a aucun plan de développement pour moi professionnellement, c'est certain, en fin de compte, que où je travaille, c'est un cul-de-sac. Donc, les gens quittent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent grandir, ils veulent avancer, ils veulent se développer. Fait que s'il n'y a pas de plan de développement, c'est une bonne cause pour quitter une entreprise. S'il n'y a pas d'espoir d'avancement, c'est la même chose aussi. Hein? Tout le monde veut améliorer son sort. Aussi, s'il y a des... excusez-moi. S'il y a des dysfonctionnements dans l'organisation au niveau de la gouvernance, donc c'est un peu dysfonctionnel tout ce qu'on fait et qu'on n'écoute pas nos employés lorsqu'ils vivent de la souffrance à cause de ces dysfonctionnements-là, mais tout simplement, ils vont aller voir ailleurs aussi. Aussi, s'ils ne se sentent pas appréciés. Donc, la reconnaissance, ce n'est pas donner une montre après 25 ans de travail. La reconnaissance, c'est un état d'esprit. C'est quelque chose qui se passe tous les jours dans nos comportements. Et donc, si les gens ne se sentent pas appréciés, ils vont quitter. Et aussi, un point très important, c'est quelque part, tout ça, ça a à voir avec la façon que moi je dirige. Il y a beaucoup d'utilisation de recettes. On parlait d'agilité rapidement tantôt, mais il y a beaucoup d'adoption de méthodes agiles. Donc, les gens ne changent pas de leur façon à être des leaders, de leur façon de gérer, ils changent juste de diriger. Et ils utilisent des nouvelles méthodologies. Et ils restent tout le temps les mêmes, ou ils utilisent ces nouvelles méthodologies-là, ces nouvelles approches-là, comme des recettes. Mais il faut savoir s'adapter à son contexte, puis le contexte change au fur et à mesure. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à écouter le webinaire que l'Institut va présenter le 9 avril, qui va être sur le leadership situationnel. C'est archi important, le leadership situationnel. C'est comme dirigeant, on n'est pas capable, en fin de compte, de s'adapter au contexte. On n'est pas en mesure, en fin de compte, d'avoir les bons comportements, puis on n'aura pas les résultats. Et on va amener les gens à quitter. Oui, Eric? Oui, moi, Claude, on a une question de Chantal, en fait, qui aimerait savoir, je ne sais pas si tu as des trucs à lui donner.
par rapport à un employé qui serait déviant, en fait, qui serait, comment on fait pour réussir à l'engager? Quelqu'un qui n'écoute pas, qui est un peu, en fait, comment qu'elle a Et exprimé ça? Qui met le bordel un peu dans les troupes, là. OK, OK. Regarde, qu'on poursuive, je reviendrai à la fin voir si ça répond à la question de Chantal, là, mais je touche à ça. C'est sûr, je ne vais pas toucher à ça de façon générale, mais au bout de la ligne, parce que je vais parler des clés de l'engagement. Ces clés d'engagement-là, moi, je crois que s'appliquent sur tout le monde. Et éventuellement, c'est sûr que tu as des cas particuliers, mais quelque part, OK, il faut adresser ces cas particuliers-là. Mais en utilisant les clés, mais en essayant de voir quel impact ils ont sur ces personnes-là. Et ce que je vais vous montrer, en fin de compte, disons, les 9 choses dont on doit tenir compte s'appliquent à toutes les personnes. Après ça, on essaie d'adapter ça, mais quelque part, la réponse est dans l'application ou la non-application de ces clés-là. Je ne sais pas si pour l'instant, mais on reviendra à la fin avec Chantal si ça ne répond pas. Ça va? Merci. Okay. Donc maintenant, comment qu'on peut savoir c'est quoi? Donc, par rapport à l'engagement des personnes, c'est sûr que c'est l'enjeu numéro 1 du dirigeant. Parce que si mes employés ne sont pas engagés, que ce soit dans le quotidien ou que ce soit pour un changement, je vais avoir un problème, tout simplement, il ne se passera pas grand-chose. Et donc, l'enjeu numéro 1 de tout dirigeant, c'est aligner les différents intérêts. Parce que maintenant, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est l'alignement vient et l'engagement vient du fait qu'on rencontre des intérêts. Okay? On rencontre des attentes et on satisfait ces intérêts-là, autant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Donc, l'enjeu numéro 1 d'un dirigeant, c'est son rôle, c'est de créer un environnement où les différents intérêts des individus sont rencontrés. Hein? Ici, en fin de compte, je me rapporte à mon grand-père, Albert Einstein. Il y a quelque chose qui s'applique partout dans notre monde. La perfection des moyens et la confusion des buts semblent caractériser notre époque. Donc, on ne manque pas de moyens, que ce soit avec nos employés, que ce soit dans les entreprises. Au niveau financier, souvent, les entreprises me disent « j'ai pas de problème financier », mais il y a un problème à aller quelque part avec tout le monde. Et donc, le problème dans beaucoup d'entreprises, c'est sûr qu'après la pandémie, on va avoir des petits problèmes de ressources, là. Mais quand même, le problème, ce n'est pas les moyens, le problème, c'est la confusion des buts. Donc, les moyens vont être mal utilisés si on ne va pas ensemble au même endroit. D'ailleurs, c'est une des notions de l'agilité. L'agilité, on parle souvent dans l'agilité, on parle de la vélocité. On ne parle pas de vitesse. La vélocité, c'est d'aller vite dans le bon sens. Ça fait que quelque part, on a bien beau avoir les moyens du monde, les meilleurs moyens du monde. Si on ne va pas ensemble dans le bon sens, il n'y aura pas de résultat. Et pour aller ensemble dans le bon sens, il faut engager les individus et s'engager collectivement pour aller dans le même sens. Voici un peu comment ça fonctionne. Pourquoi les employés qui restent? Donc, parce qu'on peut quand même avoir des employés qui ne quittent pas, ils restent, mais est-ce qu'ils sont engagés ou ils attendent la fin de la journée pour retourner chez eux? Mais souvent, lorsqu'on parle de performance dans nos entreprises, on nous parle d'une courbe, ils appellent ça vraiment gestion de projet, pour ceux qui sont familiers, la fameuse courbe en S, donc la courbe de performance. Je suis dans les temps, dans les coûts, je donne de la valeur, je donne des résultats. Mais cette courbe de performance-là n'est pas possible s'il n'y a pas quelque chose avant. Et ce qu'il y a avant, c'est en fin de compte, c'est l'engagement. Lorsqu'on travaille avec des fournisseurs, puis j'ai un fournisseur, puis je veux qu'il fasse quelque chose pour moi, qu'il me produise, qu'il me livre un produit ou un service, quelque part, je n'ai pas le choix, il faut que j'engage. C'est exactement la même chose avec les employés qui travaillent, c'est dans mon organisation. Je dis, bon, coudonc, ils sont ici, ils sont payés, ils sont déjà engagés. Non, ils sont engagés pour être dans l'organisation, ils sont engagés pour être sur une chaise actuellement. Mais pour travailler sur ce que je leur demande ce que je leur demande de faire, quelque part, ben, il faut que j'engage au-delà de l'argent. L'argent n'est pas suffisant pour s'assurer que les gens vont faire le travail. Donc, quelque part, pour pouvoir engager mes employés, il faut que je comprenne puis je connaisse leurs intérêts personnels. On les a vu tantôt, pourquoi les gens quittent. On comprend qu'on a beaucoup d'informations sur leurs intérêts personnels globalement. Les gens veulent être reconnus, ils veulent utiliser leur talent, ils veulent être appréciés, ils veulent avoir une chance d'avancer, ils veulent avoir au sens au travail, puis ils veulent avoir un bon patron. Mais quelque part, si je m'occupe de ça, éventuellement, ben, les gens vont être prêts à performer. Mais ce n'est pas fini. Il y a une troisième courbe qu'on oublie aussi. Parce qu'on peut faire un paquet de promesses, puis amener les gens à dire, bon, parfait, voici les conditions, voici ce que je te propose, et tu es intéressé. Par contre, dans le quotidien, s'il n'y a pas la livraison de ces bénéfices-là, si les intérêts qu'on disait vouloir rencontrer, on ne les rencontre pas, donc tout simplement, on est en défaut de paiement. Qu'est-ce qui arrive avec un fournisseur lorsqu'on est en défaut de paiement? Bien, probablement qu'il va arrêter de travailler. Mais c'est la même chose avec nos employés. Hein?
Si on est en défaut de paiement, si on ne livre pas le plus rapidement possible, c'est les intérêts ou les bénéfices entendus de ces gens-là. Ils ne sont pas satisfaits, puis ils ne sont pas satisfaits, ils ne resteront pas engagés. Maintenant, pour engager et aligner les intérêts des individus, quelque part, comment savoir ce qui intéresse nos employés? Comme je disais tantôt, quand on sait déjà ce qui fait que les raisons pour lesquelles ils quittent les entreprises, ben, on sait qu'on doit faire le contraire de ça si on veut les garder. Aussi, il faut comprendre que la grande majorité de ces choses-là sont déjà documentées. Certains d'entre vous doivent être familiers avec le livre de Daniel Pink qui s'appelle Drive. C'est un livre très, très important. D'ailleurs, si vous allez sur l'Internet, sur YouTube, et vous cherchez Daniel Pink Drive, vous allez trouver une animation qui explique en 10 minutes ou en 15 minutes ce qui est écrit dans ce livre-là de 300 pages. Pour résumer ce que Daniel Pink dit, c'est tout simplement au-delà de l'argent. C'est sûr, il faut régler de l'argent. Si les gens n'ont pas assez d'argent pour vivre, pour survivre, ben, il n'y a plus rien d'important. Mais une fois que ça c'est réglé, ce n'est pas l'argent qui fait que les gens... Donc, ce n'est pas le salaire que vous payez aux employés qui fait qu'ils sont intéressés à être engagés et à être alignés. Donc, ce qu'il dit dans Drive, ce qui est important, c'est le sens du travail, de purpose. Je vais revenir là-dessus tantôt parce que, dans le fond, c'est ma clé principale, la clé maître, c'est l'objectif transcendant. Est-ce qu'on sait pourquoi on est au travail? Et ça, c'est archi important. C'est quelque chose qu'on oublie dans beaucoup d'entreprises. Quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose, puis on n'explique pas le pourquoi des choses, quelque part, ben, on part un petit peu dans le négatif, parce que si les gens n'ont pas le sens du travail, ils ne bougeront pas nécessairement. À partir de là, les gens, une fois qu'ils ont l'argent, qu'ils ont le sens du travail, ils sont intéressés, en fin de compte, à maîtriser leur métier, à devenir de plus en plus meilleur, à développer ce qu'ils connaissent. De quelque part, on doit leur livrer ça. Et aussi curieusement que les gens peuvent, que ça puisse paraître à certaines personnes. Souvent, les gens disent, bon, les employés ne sont pas intéressés à être, excusez, c'est Big Ben, là, il va juste sonner une fois. Les personnes ne sont pas intéressées à prendre des responsabilités. Mais les études sur les motivations des gens disent le contraire. Donc, une fois que les gens ont le salaire nécessaire pour pouvoir avancer, pour penser à d'autres choses, tout le monde veut de l'autonomie. Et pourquoi on se retrouve dans des entreprises où on dit que les gens, en fin de compte, ne prennent pas les responsabilités, ne sont pas autonomes? Mais c'est parce que nos employés ne sont pas des imbéciles. Si on demande souvent aux gens de prendre des responsabilités, on ne leur donne pas les moyens de rencontrer ces responsabilités-là. Fait que, tout simplement, s'ils n'ont pas les moyens de rencontrer ces responsabilités-là, je vais en parler un petit peu plus tard dans une des clés, c'est important. Est-ce que je te donne les moyens, les ressources pour rencontrer cette responsabilité-là? Bien, tout simplement, les employés ne le feront pas. Mais donne les moyens pour agir, puis donne un sens pour agir, puis donne-leur une chance de grandir en le faisant. Bien, c'est écrit et c'est retrouvé dans toutes les recherches, dans toutes les études sur la motivation et l'engagement. Les gens demandent à être autonomes. D'autres choses aussi, c'est bien beau les livres, mais quelque part, vous voulez savoir ce que les gens veulent, vous allez devoir leur demander. Nous, on fait ça dans les entreprises lorsqu'on commence un projet ou un programme ou un changement. On demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent ou qu'elles veulent retirer de ce changement-là. Donc, quelque part, il va falloir leur demander. Et suite à cette crise-là, où on a mis une grande partie, beaucoup d'entre nous sont chez eux parce qu'ils sont des employés qui ont été mis au repos obligatoire, ou qui travaillent de la maison, ou tout simplement, on les a mis à pied. Là. Et quelque part, ils vivent d'autres choses, ils sont à la maison, ils ont le temps de penser à d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Et je peux vous dire qu'il va se passer de grands changements au niveau des attentes des gens suite à ce qui s'est passé pendant la pandémie. Donc, ça ici, ça montre, je ne sais pas si vous voyez la petite fenêtre en bas, je reçois des emails, j'essaie de les enlever, excusez-moi. Okay. Ça montre une petite bande dessinée qui s'appelle Dilbert. Moi, je suis abonné à ça, dilbert.com. Et là-dedans, tout simplement, c'est le patron qui dit, regardez, probablement que les employés seraient plus intelligents s'ils regardaient des TED Talks. Hein. Puis ils disent, avec le temps, ils en ont tellement regardé que moi, j'ai peur de perdre mon emploi. Il est rendu plus intelligent que moi. Hein. Et c'est certain que beaucoup d'entre nous ont le temps de regarder des webinaires. Ils ont le temps de penser à ce qui s'est passé dans l'organisation. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est chez nous, en confinement. Mais tous nos employés ou les gens qui sont en confinement ont eu et ont encore le temps de réfléchir d'abord sur leur travail avant la crise. Comment ça se passait avant la crise? Est-ce que j'étais heureux ou j'étais pas heureux? Est-ce que c'est un cadeau du ciel, cette mise à pied-là? Hein? Je ne sais pas, mais je suis à la maison et je pense beaucoup. Ils vont aussi penser de la façon que vous avez été mis, qu'ils ont été mis en congé forcé.
Hein? Comment ça s'est passé, cette chose-là? Ils vont aussi penser... C'est ça. Ils vont aussi penser, en fin de compte, aux échanges pendant la crise. Est-ce que comment ça se passe? C'est pendant que je suis à la maison, soit c'est en congé forcé. Est-ce qu'on me tient informé de ce qui se passe? Tu sais, Premier ministre du Québec nous tient informé de beaucoup de choses, là, mais notre employeur, lui, est-ce qu'il nous parle déjà de l'après-crise? Est-ce qu'on garde le contact ou on est complètement isolé? Ils vont aussi penser, donc, ils vont penser aux échanges et aux non-échanges pendant la crise. Ils vont aussi penser à votre proposition de retour. Tu sais, lorsque vous allez leur proposer de retourner, hein, comme Air Canada. Désolé s'il y a des gens d'Air Canada ici où je veux pas c'est juste un exemple comme ça, mais Air Canada, actuellement, on parle non seulement de mise à pied, mais on parle aussi de coupures. Il y a eu beaucoup de crises chez Air Canada, comme ailleurs, des coupures de salaire, des choses comme ça, après. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Il va y avoir des abus dans tout ça. Et quelque part, pensez bien comme il faut à votre proposition de retour. Pourquoi? Parce que pendant que tout le monde est à la maison, ils ont eu le temps de regarder des TED Talks, hein, et beaucoup d'autres choses, des webinaires. TED Talks, si ceux d'entre vous qui en ont déjà regardé, il y a beaucoup de choses sur l'évolution du monde du travail, sur l'importance du bonheur, sur le bien-être au travail, hein, et sur la valeur des employés, sur l'engagement, toutes ces choses-là dont on parle. Il y a des TED Talks là-dessus, ça apporte les gens, ça amène les gens à réfléchir. Ils vont réfléchir à quoi? Ils vont réfléchir peut-être à leur nouvelle priorité de vie, et aussi à leurs valeurs réelles, telle qu'elle est révélée lors de la crise. On voit actuellement que les épiceries, les livreurs, les camionneurs, tout d'un coup, ces gens-là ont beaucoup, beaucoup d'importance. Hein. Il y en a toujours eu. Hein. Mais là, c'est certain qu'aujourd'hui, ils se rendent beaucoup, beaucoup compte de leur importance. Hein. Et ça va laisser des marques, pour le meilleur, je pense. Et aussi, quelque chose qui va se passer après la crise, ben là, actuellement, il y a un grand nombre de postes vacants. Il n'y a pas de travail à faire, donc il y a beaucoup de postes vacants. Mais quand ça va repartir, au bout de la ligne, il va y avoir beaucoup de postes vacants. Et on a déjà, nous, au Québec, puis je sais que c'est un peu partout ailleurs en Occident, un déficit au niveau de la main-d'œuvre. Donc, on avait déjà plus de postes qu'il y avait de personnes pour remplir ces postes-là, surtout des postes professionnels. Et comme exemple, je sais qu'il y a des gens de Drummondville ici. Là, dans Drummondville, c'est des entreprises très, 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 très différentes. Donc, se cannibalisent les unes les autres pour des ressources professionnelles. Ils ne travaillent pas dans le même domaine, mais ils ont besoin d'un même type de ressources professionnelles. Et ça se passe partout au Québec actuellement. Et ça se passe partout en Occident. Donc, avant, en fin de compte, de retourner, ces gens-là vont se poser la question, il va y avoir des offres d'un peu partout, ils vont trouver des offres un peu partout. Est-ce que je veux retourner chez moi? Hein? Est-ce que c'est le meilleur endroit pour moi? Donc, il faut comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup de réflexions actuellement et ça va être nécessaire, c'est pourrait être même nécessaire pendant la crise, mais ça va être nécessaire avant le retour au travail. Ça va être nécessaire de savoir absolument ce que les gens veulent. Puis ça, il va falloir leur demander. Il va falloir leur demander. Il va falloir les écouter. Maintenant, OK, je vais revenir. On va essayer de répondre à la question à Chantal en même temps. C'est quoi les clés pour engager? Une des premières clés, la première clé, c'est la clé ultime. Hein, c'est la clé maître, j'appelle la clé maître de l'engagement, le but transcendant. Parce que franchement, dans un environnement où il y a un déficit de main-d'œuvre, et les gens, s'ils ont un choix, en fin de compte, de choisir entre le travail A, le travail B, le travail C, la première, une fois pour un même salaire, ce qui va les amener à aller à un endroit plutôt qu'à un autre, c'est le but transcendant. Est-ce que je retrouve dans ce travail-là quelque chose qui m'anime personnellement? Et selon E.C. Tyner, selon un livre qui s'appelle aussi Apprécier, qui a été écrit par Kevin Hames, une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs, ce qu'il dit tout simplement, c'est que lorsqu'on donne aux employés un sens du travail supérieur, donc ce qu'il appelle le but transcendant, leur engagement et en conséquence leur productivité sont 5 fois plus élevées. Pourquoi 5 fois? C'est parce qu'on ne part pas à 100 on part à 11 on part à 12 on part à 20 mais donc, si on s'occupe de créer un sens du travail, de donner un sens au travail transcendant, pourquoi je suis ici? Pourquoi je travaille pour cette entreprise-là? Dans le fond, exemple, pourquoi je travaille pour Hydro-Québec? Hein? Ben, je m'assure, en fin de compte, que chaque matin ou chaque soir, lorsque une personne touche à un interrupteur, OK, il fonctionne. Hein? Je donne un service extraordinaire à l'ensemble des Québécois. Quelque part, ben, ça, c'est un but transcendant. Il faut le rappeler aux gens. Et c'est ce qui fait qu'ils vont être intéressés à continuer. Juste une question que vous pouvez vous poser, puis réfléchissez-y. D'après vous, combien ça coûte cette augmentation? Combien ça coûte, c'est fournir un genre ou se redéfinir avec un but transcendant au niveau de l'augmentation de la productivité? Productivité, c'est la désirabilité, donc mon engagement, fois, en fin de compte, ma capacité.
Donc, on travaille beaucoup sur la transformation numérique, mais si la transformation numérique n'intéresse pas au niveau de l'engagement, les employés ne se sentent pas engagés là-dedans, mais tout simplement, je vais avoir mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, OK, pour pas de résultats. Je ne dis pas qu'il faut pas faire de transformation numérique, mais il faut s'occuper du désir et des intérêts des gens. Et il faut leur donner, il faut donner un sens à tout ça. S'il n'y a pas de sens à tout ça, au bout de la ligne, ces investissements-là ne vont rien donner. Mais investir dans un sens, ça coûte combien? Et le retour de tout ça, ça rapporte combien? Réfléchissez bien à ça. Et au retour, pensez-y, tout le monde, vous tous. Pensez-y comme dirigeant pendant cette crise-là, pendant que vous êtes en confinement. Est-ce que ce que j'offre à mes employés, ça a un sens transcendant, un but transcendant? Comment que je peux redéfinir ce que j'offre à mes employés pour pouvoir, en fin de compte, les amener dans quelque chose qui leur donne le désir d'être engagés? Donc, quelque part, au niveau de l'engagement, la première clé, c'est le but transcendant. S'il n'y a pas de but transcendant, je vous dis, dans l'environnement actuel de déficit de main-d'œuvre, vous allez avoir un problème à engager les gens. Donc, pour faire le reste, pour amener les gens, en fin de compte, à travailler ensemble, il faut d'abord qu'ils soient là ensemble chez vous. Donc, quelque part, c'est une clé importante, la clé essentielle pour qu'il y ait d'abord un intérêt pour travailler chez vous, puis que cet intérêt-là dure. À ça, je rajoute 8 clés, on appelle ça les clés de l'engagement continu. Donc, tout simplement, une fois qu'on est ensemble dans l'organisation, comment on fait pour garder cet engagement-là? Le sens est important, mais il y a d'autres choses. Bien beau donner un sens, mais il y a des conditions pour que ça puisse réussir. Donc, il y a 8 conditions, 8 clés que je vous propose. Et ce que je vais faire rapidement, je vais vous donner un exemple sur la première clé, qui, dans tous les gens qui sont familiers avec la gestion du changement, tout simplement, on vous parle, le premier élément à mettre en place pour qu'il y ait un changement collectif, c'est un sentiment d'urgence commun. Je vais juste vous donner un exemple à l'extérieur de la crise actuelle, de ce que ça peut être dans une entreprise. Et après ça, je reviendrai pour chacun des autres éléments, faire des liens ou non avec ce qui se passe actuellement au niveau de la gestion de la crise au Québec. Donc, comment on fait pour créer un sentiment d'urgence commun? Pour créer un sentiment d'urgence commun, il faut qu'on se retrouve au même endroit. Dans beaucoup d'entreprises, les gens ne savent pas pourquoi on fait des changements. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir partager en continu la perception, qu'on ait la même perception dans l'entreprise de notre environnement d'affaires et des changements qui conditionnent cet environnement d'affaires quotidiennement. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on a un changement à faire ou lorsqu'on est en changement permanent, comme dans beaucoup d'entreprises, je vais vous parler de ArcelorMittal très rapidement. Et quelque part, chez ArcelorMittal, c'est une entreprise que j'ai rencontrée. Ils ont une aciérie pour des aciers spécialisés dans le coin de Marseille. J'ai visité cette entreprise-là en 1999. Une entreprise qui avait pour 2 milliards d'euros, à peu près 2 milliards de dollars US ou à peu près 3 milliards de dollars canadiens d'actifs. Il y avait un carnet de commandes d'à peu près 2 mois. Disons que situation très difficile, beaucoup d'actifs, puis pas beaucoup de commandes dans le temps. Et la raison pour ça, c'est parce qu'ils travaillaient dans le domaine des aciers spécialisés et il y avait beaucoup de changements. Ils étaient en compétition avec des Japonais puis des Coréens. Et en fin de compte, les besoins au niveau de ces aciers spécialisés-là, changeaient tous les mois. Et c'était des petites productions, changeaient tous les mois, adaptées aux besoins des clients. Donc, c'était le marché qui tirait sur l'organisation. Dans l'organisation, il ne donnait pas grand-chose à faire des inventaires parce que l'inventaire devait changer d'un mois à l'autre. Donc, Arcelor, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque tu rentrais dans l'entreprise, à droite, il y avait un centre, d'un auditorium, où il y avait une présentation audiovisuelle qui était remise à jour tous les mois. Et tous les mois, l'ensemble des employés, à peu près 12 syndicats dans tout ça, puis on leur demandait tous les mois de changer la ligne de production. On s'attendait à avoir des problèmes dans un environnement syndiqué. Pourquoi tout le temps changer? Il faut que tu leur donnes une raison. Donc, tous les mois, ces gens-là se réunissaient dans l'auditorium, tous les employés. On leur expliquait qu'est-ce qui se passait dans le marché, qu'est-ce qui se passait avec nos produits, qu'est-ce qui se passait au niveau de la vente de ces produits-là, qu'est-ce qui se passait avec nos compétiteurs, et on leur expliquait pourquoi on devait changer. Et c'était très clair dans la tête de tous ces gens-là que c'est que si on ne changeait pas, tout simplement, l'entreprise n'allait pas survivre. C'est un peu ce qu'on nous explique avec la crise ici au Québec, avec il faut écraser la courbe, parce qu'on dit si on n'écrase pas la courbe, si on ne travaille pas ensemble à écraser la courbe, bien, on va avoir beaucoup de morts. Okay? On va avoir de la misère à survivre. Donc, voici les 8 conditions pour un engagement continu. Une fois que j'ai le sens, parce que s'il n'y a pas de sens, il n'y a aucune de ces conditions-là qui vont fonctionner.
Et donc, je vais vous les présenter à 2 niveaux. Donc, voici les 8 conditions et voici qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne les a pas. Donc, si on n'a pas de sentiment d'urgence commun, simplement, on n'aura pas de performance, on a une performance marginale. Donc, on n'agira pas ensemble, on n'aura pas de résultat, ou pratiquement pas de résultat. L'autre élément, confiance mutuelle. On a bien beau vous présenter quelque chose. D'abord, si le sentiment d'urgence n'est pas là, c'est pour une demande de changer, on ne vous a pas expliqué pourquoi. Si on n'est pas crédible, si on n'arrête pas de changer d'idée tous les jours, si on envoie des messages qui ne sont pas clairs, bien, on va créer un environnement où les gens n'ont pas confiance en nous. Si on n'a pas confiance en nous, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir du sabotage. On le vit ensemble ici au Québec, on le vit partout ailleurs dans le monde. On dit, bon, parfois, on demande aux gens, en fin de compte, d'exercer la distanciation sociale. Et il y en a qui... Explique-moi où je vous ai perdu. Tu étais rendu là. Confiance mutuelle, sabotage, tu étais rendu là. OK, parfait. Mais le sabotage, si on n'a pas confiance en nous, ça, c'est parce que je parle trop vite. Hein? On va relancer. Okay. Je pense pas que tu es coupable de ça. Là. Ça va. Là, donc, confiance mutuelle, c'est s'il n'y en a pas, il va y avoir du sabotage. C'est instable. OK. La vision commune, si on ne s'assure pas qu'en tout temps, les gens voient la même chose que nous, c'est pour ça qu'il y a des rencontres tous les jours. C'est avec le gouvernement ici, s'il n'y a pas de vision commune, il va y avoir de la confusion. Il y a aussi la question des compétences. Donc, quelque part, les gens doivent se sentir compétents par rapport au changement qu'on leur demande de faire. S'il n'y a pas de compétences, il va y avoir de l'anxiété. C'est pour ça que les petites vidéos sur comment se laver les mains existent. C'est pour ça aussi que, justement, hier, la ministre de la Santé disait, vous allez avoir une petite vidéo sur l'utilisation des masques, quand et pas quand les mettre, et comment les mettre. Et quelque part, c'est certain qu'il y a beaucoup d'anxiété au niveau de notre compétence à répondre à cette crise-là. Donc, dans n'importe quelle crise, dans n'importe quel changement, il faut habiliter les gens pour être capables, en fin de compte, de fonctionner. Il faut leur donner les compétences. La 5e condition, c'est les ressources suffisantes. S'il n'y a pas de ressources suffisantes, ça va engager la colère. Donc, si vous avez envoyé des gens en congé forcé, puis d'ailleurs, déjà avant même d'aller en congé forcé, il y avait des problèmes de ressources dans l'organisation, vous avez envoyé des gens en congé forcé qui étaient déjà en colère. Fait que, je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air lorsqu'ils vont revenir. Au bout de la ligne, on le sent aussi, la frustration des gens par rapport aux masques, par rapport aux équipements, au niveau des travailleurs de la santé. Quelque part, il faut résoudre ça très, très, très vite. Sans ça, la colère va prendre la place. La colère va créer le manque de confiance. Le manque de confiance va créer le sabotage. Aussi l'appréciation. Vous savez, si vous regardez ceux qui sont à l'extérieur, regardez en fin de compte la conférence du 29, dont vous avez le lien du gouvernement du Québec. Vous allez voir, M. Legault, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appréciation de tout ce que les gens font. Et ça, c'est notre salaire. Notre salaire est nous tous, quelque part. Donc, si on n'apprécie pas les efforts qu'on fait, simplement, on va les abandonner. On va avoir ce qu'on appelle une performance aléatoire. Il y en a qui aiment ça changer, ils vont changer pour changer. Mais la majorité des gens, tout simplement, vont abandonner. Quelque part, c'est bien beau faire des efforts, il faut être capable de montrer notre appréciation. Aussi, plan d'action participatif. Donc, si en fin de compte, je fais mon plan d'action tout seul, il va y avoir un faux démarrage. On voit ici que le gouvernement du Québec, il n'y a pas de plan d'action centralisé. Il y a des orientations centralisées et tout simplement, on laisse à tous. Donc, on laisse à la Ville de Montréal, ici dans notre cas, on laisse à la Ville de Montréal le choix des actions. Ils appellent ça de la co-création. Et en fin de compte, les actions sont plus pertinentes parce qu'elles sont directement localisées où les gens ont l'information. Quelque part, s'il n'y a pas de plan d'action participatif, si les gens ne participent pas au plan d'action, il n'y en aura pas de démarrage, il n'y aura pas de succès. Et le dernier point, si on n'a pas de bénéfices mutuels rapides, si on n'a pas de quick wins, il va y avoir une perte de momentum. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de promesses qui se font par rapport à si on va réussir à écraser la courbe, on va réussir à écraser la crise, on va réussir à contrôler. Nous, au Québec, actuellement, on entend encore les résultats. On n'est pas rendu au maximum de la courbe. On ne sait pas quand est-ce que ça va descendre. Moi, je suis très, très, très confiant. Et c'est certain que si ça ne descend pas, si on n'a pas de résultats aux actions qu'on a demandées aux gens, à l'engagement qu'on a demandé des gens, bien, quelque part, il va y avoir un abandon, malheureusement. Donc, ces 8 conditions-là, ces 8 clés-là sont importantes pour continuer à être engagé. Maintenant, la question du jardinier. On vit dans un environnement, actuellement, on parle de la crise, mais la crise de la pandémie, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une pandémie. Et
Pourtant, on vit en crise perpétuelle parce qu'on vit en changement permanent. Et les entreprises, tout le monde essaie de protéger des statu quo. Hein. Mais le nouveau statu quo aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a pas. Puis le nouveau statu quo là, dans nos entreprises, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être le changement permanent. Et ça s'adresse aux dirigeants. Beaucoup de personnes connaissent la citation qui est attribuée à Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde ». Bien, c'est ce changement-là, l'engagement des gens dans la crise ou dans le changement permanent, ça passe en fin de compte par des dirigeants hein, qui vont prêcher par l'exemple. Qui vont prêcher par l'exemple. Donc, c'est archi important. Donc, quelque part, quel type de dirigeant dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est face à un changement permanent. Ceux d'entre vous qui sont familiers avec mes présentations, mes formations, je montre cette chose-là assez souvent. C'est que, donc, il y a différents modèles managériaux qui ont évolué dans le temps. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'agilité. On parle beaucoup d'agilité parce que ça répond, en fin de compte, à un besoin actuel, hein, dont les principaux acteurs sont maintenant les gens de la génération Y, les millénarios. Et ce besoin-là, c'est le besoin d'être en changement constant, le besoin d'agir ensemble. Okay? Ça demande des comportements assez spéciaux au niveau des dirigeants. Si on voyait avant, c'est lorsqu'on était dans le terrorisme, on était des mécaniciens. Hein? C'est facile, on a une ligne d'assemblage, on sait comment ça marche, puis on l'ajuste. Après ça, c'est dans les années 80, on avait un problème, on est devenu des enquêteurs, on a essayé d'améliorer un système. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que le système ne marchait pas, puis donc, il a fallu changer notre comportement. On est en changement permanent. Et face au changement permanent, ce qu'on demande aux gens, on demande aux dirigeants d'être des jardiniers. Je vais revenir, ça veut dire quoi être un jardinier? Mais un exemple pour moi d'un bon jardinier, c'est François Legault et tous les gens qui l'entourent actuellement, qui essayent de nous diriger. Hein, parce qu'il agit en bon jardinier. Je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Si vous voulez avoir un contre-exemple, je trouve ça assez intéressant. Mon ami Marcel Tardif, ce matin, sur LinkedIn, a publié un post qui explique la différence entre les approches au niveau de la gestion de la crise, au niveau du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada, versus l'approche, en fin de compte, du gouvernement américain, en fin de compte, de celui qui est censé représenter, en théorie, le gouvernement américain. Je vous invite à lire cette présentation-là après, cet article-là, très court article. Le lien est ici en bas. Et au bout de la ligne, vous allez comprendre qu'il y a des gros problèmes, puis il y a des gros problèmes à l'autre bout. Et c'est un problème, en fin de compte, parce qu'on n'a pas affaire à un jardinier. On a affaire encore à même pas un mécanicien. Je ne sais pas trop à quoi on a affaire. Je m'en excuse, mais c'est ce que je ressens. Mais ça veut dire quoi être un jardinier? Ça veut dire, de toute façon, c'est amener les gens à aller tous au même endroit. Donc, le rêve de tout dirigeant face à toute crise, hein, c'est d'amener les gens au même endroit. Pour faire ça, en fin de compte, il faut que tu sois au service. On parle de plus en plus aujourd'hui, c'est que pour diriger, il faut d'abord que tu sois au service. Hein, parce que toi, tu ne peux pas agir, c'est ton équipe peut agir. C'est rendu tellement complexe, tu n'as pas les solutions. Oui? Claude, il y a une question justement que ça fait un petit bout de temps qui a été posée. J'attendais le bon moment. Je pense que c'est le bon moment. OK, vas-y. De Jean-Marc, en fait, qui pose la question sur qu'est-ce qui arrive quand, on le voit un peu, je pense aux États-Unis, dans certains cas, gouverneur versus président. Des fois, les gens qui sont en dessous, d'un point de vue hiérarchique, si on veut, ont plus de leadership que le leader. Y a-t-il moyen de. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien là, tu as un problème parce qu'en réalité, c'est sûr, tu as des leaderships émergents. Et en réalité, qui les gens vont suivre? Ils vont suivre la personne qui répond le plus à leurs croyances ou à leurs valeurs et à leurs besoins. Les États-Unis, c'est assez spécial parce qu'en fin de compte, M. Cuomo, c'est un gouverneur démocrate. Je peux vous dire, les démocrates l'écoutent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais selon les analyses actuellement au niveau de l'importance ou de l'extrême danger de la crise aux États-Unis. Actuellement, il y a à peu près 60% des démocrates qui croient que c'est extrêmement dangereux, alors qu'il y a seulement 20% des républicains qui croient que c'est extrêmement dangereux. Fait qu'il y a un problème au bout de la ligne. Quelque part, les gens vont suivre la personne en qui ils croient. Et malheureusement, ces croyances-là sont pas tellement flexibles,
ben, il va se passer beaucoup de dysfonctionnements dans les organisations. C'est pour ça que c'est important d'avoir, éventuellement, c'est le sens commun, hein, le but transcendant. Tout ça, c'est rattaché à une culture d'entreprise. Tout ça, c'est rattaché à une vision commune de ce qui est de la valeur, ce qui n'a pas de valeur. Ça, c'est rattaché à des attentes. C'est pour ça que, quelque part, si tu veux réussir dans ton entreprise, il faut vraiment que tu t'organises pour qu'on ait une culture où les gens voient et comprennent et veulent la même chose. Sans ça, tu vas tout le temps avoir des problèmes, en fin de compte, de dysfonctionnement. Les gens vont suivre les personnes qui répondent à leurs attentes. Okay. Merci. Pas si ça répond, mais bref, actuellement, à cause c'est vraiment une grande séparation politique aux États-Unis. Mais les États-Unis, il y a un gros problème à cause de ça. Et ça va être terrible. Leur gestion de la crise, elle peut pas fonctionner. Ici, au Québec, au Canada, actuellement, c'est au bout de la ligne, c'est être à droite, être à gauche, ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est pour ça qu'on a des chances de fonctionner, parce qu'on partage les mêmes valeurs, on a les mêmes croyances. Bon, aussi, on s'attend de quoi, en fin de compte, d'un bon jardinier? C'est quoi un bon jardinier? C'est quelqu'un qui met... Donc, c'est sûr que c'est quelqu'un, si je reviens à ça, c'est quelqu'un qui va te donner un sens d'abord. Donc, la direction, c'est au niveau du sens, au niveau du rêve commun. Et c'est de même que tu vas réussir comme leader à ce que les gens te suivent. Si tu ne donnes pas un sens commun, les gens vont suivre le sens dans lequel ils croient. Et donc, un bon jardinier aussi, une fois que tu as le sens commun, c'est pas tout. Il faut que tu donnes la chance aux gens de pouvoir fonctionner ensemble. Donc, il faut que tu crées un environnement favorable. Il faut que tu ailles le bon terreau. Tu sais, la rose pousse. C'est pas toi qui a fait pousser. Par contre, c'est toi qui contrôle le terreau. Donc, si tu veux réussir comme dirigeant, c'est pas en étant, on parle souvent, on va mettre l'armée dans les rues, on va forcer les choses. Tu sais, quelque part, tu vas avoir un problème parce que tu vas avoir, les gens vont s'entretuer. Hein? Quelque part, il faut que tu travailles ces valeurs, puis il faut que tu donnes ce qui est nécessaire aux gens pour pouvoir fonctionner. Fait que, juste un exemple ou quelque chose qu'une de mes consoeurs disait en France, Sophie Hardy, certains d'entre vous qui sont ici aujourd'hui l'ont peut-être eu comme intervenant au saisie. On dit on ne peut pas faire pousser de l'herbe plus vite en tirant dessus. Donc, quelque part, un environnement où jouer un jardinier, c'est pas de forcer les choses, c'est de créer un environnement où les gens vont être autonomes, vont pouvoir fonctionner. C'est de donner les ressources nécessaires et donner le sens, c'est les amener à aller dans le bon sens. Mais une fois qu'ils comprennent le bon sens, une fois qu'ils ont les ressources pour le faire, ils vont y aller, il faut leur faire confiance. Donc, un dirigeant, en fin de compte, qui est un bon dirigeant face au changement permanent, face à toute crise, il est d'abord et avant tout un dirigeant qui est agile. Donc, il est capable de s'ajuster à l'environnement qui est en changement permanent. C'est un visionnaire qui est capable de partager cette vision-là, capable de donner du sens à tout le monde. C'est quelqu'un de positif et d'ouvert. On ne fera pas marcher des gens en leur criant des bêtises ou en essayant de les forcer. C'est en reconnaissant leur talent, en reconnaissant leur capacité à faire les choses. C'est en les rendant plus habiles, en les habilitant. C'est en agissant comme un jardinier. C'est créer l'occasion, donne la direction, donne les ressources et laisse les gens, en fin de compte, trouver des solutions. Et tu dois anticiper le changement, tu dois encourager l'innovation. Et ça se fait tous les jours. C'est ce qu'on voit à chaque rencontre. Il y a une question, il y a une discussion sur le changement. C'est pour ça qu'au Québec, on ne veut pas discuter, on ne veut pas présenter, le gouvernement ne veut pas présenter une courbe définitive parce que demain, elle va changer. Puis en fin de compte, ça va juste créer de la confusion. Quelque part, on va vivre au jour le jour. C'est le voyage qui est important, ce n'est pas la destination. Il faut très bien se connaître pour bien servir les autres. Il faut être un apprenant agile, donc il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter notre erreur. Il faut reconnaître nos erreurs. Hein? Je pense qu'on ne trouve pas ça au sud de la frontière actuellement et c'est problématique. Comment tu peux apprendre, en fin de compte, si tu refuses d'apprendre de tes erreurs? Il faut être ouvert à la collaboration et à la création. On n'est pas seul et on ne peut pas réussir ça tout seul. Donc, un dirigeant, il faut arrêter de penser qu'on contrôle tout. On ne contrôle rien. Il faut collaborer, on va réussir ensemble. La productivité d'un dirigeant, c'est la productivité de l'ensemble de ses parties prenantes. Il faut se concentrer sur ses besoins clients. Puis les clients, c'est pas juste les clients externes. Mes employés, c'est mes clients. Il faut être dédié au développement des personnes. Puis on sait très bien que les personnes nous quittent si on n'est pas dédié à leur développement. On est là pour bâtir un futur. On ne peut pas bâtir un futur si on ne fait pas en intégrant l'ensemble des gens. C'est un futur qui est co-créé ensemble. C'est ça qu'on fait tous les jours actuellement face à la pandémie. On crée notre futur. On est en train d'écraser ensemble la courbe. On est en train de réduire la crise ensemble. On bâtit notre futur ensemble. Et en fin de compte, pour réussir tout ça, on n'aura pas de confiance, on n'aura pas de travail si on n'est pas transparent, si on n'est pas clair, si on ne communique pas en continu. Fait que ici, actuellement, ce qui se passe au niveau de la crise, c'est un exemple flagrant de tout ça.
beaucoup de transparence. Maintenant, en guise de conclusion, très rapidement, c'est face au changement, il faut être tous engagés à se réinventer et sans cesse ensemble. Puis si on fait ça, en fin de compte, tout va devenir possible. Une petite vidéo. Excusez. C'est un bon timing, en fin de compte, en même temps que mon Big Ben, là, ça va vous montrer ça, mais au bout de la ligne, ce que j'essayais de vous montrer avec cette petite vidéo-là, on ne sait pas, en fin de compte, qu'est-ce qui peut être possible si on est aligné et si on est engagé ensemble. Toutes les entreprises qui réussissent, 9% des entreprises qui réussissent de façon extraordinaire. C'est parce qu'ils ont créé cet environnement-là. Ce sont des jardiniers qui ont créé un environnement où les gens sont parfaitement engagés, parfaitement alignés. Et au bout de la ligne, on réussit à faire des choses qu'on ne pensait même pas qu'on pouvait faire une fois qu'on a cette chose-là. Donc, cet environnement-là. Donc, c'est archi important, okay, d'avoir l'engagement des employés, d'avoir l'alignement. Le changement ne peut pas être réussi si on n'a pas ça. Puis en guise de conclusion, ce que je peux dire, c'est qu'on a juste à se faire confiance mutuellement, être transparent, inviter les gens au changement, à les engager vers un but transcendant commun, à travailler ensemble. Puis au bout de la ligne, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ils disent, soyez pas inquiets, hein, tout ça, ça va bien aller. C'est ce qui termine, en fin de compte, ma dernière recommandation. J'ai confiance en vous, ça va bien aller. Et comme dirigeant, il faut avoir confiance à ses employés. Il faut commencer par ça pour pouvoir les engager. Fait que je suis là pour répondre aux questions. Hein? Ou clarifier les choses s'ils ne l'étaient peut-être pas. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup de cette présentation. Je sais qu'il y avait différentes questions. On n'aura peut-être pas beaucoup on pourra peut-être y répondre de façon écrite un petit peu plus tard. Absolument, absolument. Si tu peux les rassembler ensemble, là, on pourrait répondre à ça. Mais on peut répondre à quelques-unes maintenant. Je te félicite d'avoir terminé exactement à l'heure. En même temps que le Big Ben sonnait. Ah oui. Ouais. Donc, mais merci beaucoup à toi, Claude, d'avoir fait ça pour notre communauté, en fait, à nous, nos diplômés et tous ceux qui se sont joints à nous. Vous étiez très nombreux. On vous répète que c'est un rendez-vous 2 fois par semaine, les mardis à 11 h et aussi les jeudis, donc les mardis et jeudis. On aura d'autres. Il y en a qui sont déjà annoncés pour la semaine prochaine. Il y en a un jeudi qui va traiter justement d'adapter sa stratégie en période de crise avec quelqu'un que tu connais bien, Claude, qui est Richard Dancause, qui va le faire. La semaine prochaine, on n'a pas manqué. Oui, elle n'a pas manqué. On a 2 autres aussi la semaine prochaine. Il va en avoir d'autres. J'ai déjà des confirmations pour l'autre semaine d'après. Je sais qu'on avait annoncé 6 au départ, mais il y en a déjà qui sont en train de se faire pour des prochaines fois aussi, parce que j'ai l'impression que ça va durer encore quelques semaines, hein, comme on dit. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Vous recevrez des liens pour tous ceux qui se sont inscrits avec leur courriel. Un lien vous allez pouvoir revisionner le webinaire. Aussi, vous allez avoir accès au PowerPoint de Claude. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça. Merci. Je sais qu'il y a plein de monde qui écrivent là, sur le chat. Je n'ai pas le temps de le faire en même temps, mais merci. Merci à vous d'avoir été présents et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Donc, merci beaucoup tout le monde. On va laisser le chat ouvert. On pourra peut-être y répondre directement, Claude, pour ceux qui avaient des questions. Parfait. Puis, comme tu disais, on va envoyer certaines réponses générales, là, si on peut prendre. Tu m'enverras tout ce qu'il y a dans le chat, là, puis j'aurai à répondre. Disons à une quinzaine de grands domaines. Là. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. À la prochaine à jeudi. OK.